Le grand décryptage sur LCI, pendant une heure, on analyse, on décortique les grands thèmes de l'actualité et on commence par les Républicains et la bataille pour prendre la succession de Laurent Wauquiez à la tête du parti de droite. Ils sont trois sur la ligne de départ. Christian Jacob, 3 députés, Christian Jacob, Guillaume Larrivé et Julien Aubert. Ils avaient jusqu'à 20h aujourd'hui pour déposer leur parrainage. Pour se présenter, il leur fallait 1310 parrainages de militants et 10 parrainages de parlementaires, députés et sénateurs. On en parle aujourd'hui avec Julien Arnaud de notre service politique. Bonjour. On en parle également avec vous, Isabelle Véramasson, directrice de recherche au CNRS. Bonjour, merci d'être avec nous. Et on en parle avec vous, William T. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Alors, d'abord, Julien, un petit point. On a annoncé depuis plusieurs semaines qu'il y allait avoir 3 candidats. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce qu'a priori, les 3 seront candidats ce soir? A priori, on aura 3 candidats. On sait que Christian Jacob a déjà déposé tout ce qu'il fallait. C'est carton avec les parrainages de militants et de parlementaires, vous le rappeliez. Guillaume Larrivé a dû le faire. C'était à 14h30. Il m'a envoyé un SMS tout à l'heure en disant « Ça y est, j'y vais, rue de Vaugirard ». C'est le siège du parti Les Républicains. Et normalement, oui, Julien Aubert aussi a ses parrainages et doit les déposer dans la journée. 3 candidats. Pas plus, c'était ceux qu'on avait annoncés lorsqu'on Laurent Wauquiez a démissionné de son poste. Alors, quelques autres noms avaient filtré. On avait évoqué Bruno Retailleau. Finalement, il a discuté avec Christian Jacob. Il ne se lancerait pas dans cette course à la présidence du parti. Et donc, on a ces 3 candidats, ces 3 profils. Christian Jacob avait publié il y a quelques années un livre qui s'appelait « Le bon sens en politique ». C'est ce qu'il veut incarner aujourd'hui, Christian Jacob, le côté le terrien, les pieds sur terre. Lui, l'ancien syndicaliste agricole, il a son réseau. Il est à la tête des députés à l'Assemblée depuis presque 10 ans, donc il connaît quasiment tout le monde, même s'il y a eu un renouvellement, il connaît par cœur. Et puis face à lui, il y a 2 quadras, Julien Aubert et Guillaume Larrivé, avec, on va dire, pas de très grande différence dans la ligne, dans les idées. Donc on va surtout voter pour, les militants vont surtout choisir, voter pour un candidat qui devra assurer, on va dire, le sauvetage des Républicains. Oui, et la gestion des affaires courantes, un petit peu, Isabelle Véramasson. Oui, on est tout à fait dans la continuité. Hein. Christian Jacob est arrivé un peu pour sauver le navire qui prenait l'eau de tous les côtés. Il était assez indiscutable d'une certaine manière. C'est pas une grande personnalité charismatique, mais c'est quelqu'un de solide qui appartient bien à la famille, qui est assez peu contesté. Le fait qu'il ait ce profil, comme le disait Julien, très, j'allais dire, populaire, en tous les cas, plus proche du peuple, face aux 2 autres, qui sont alors là complètement différents, puisqu'ils sont très proches, les 2, et différents de Christian Jacob, puisque c'est 2 hyper diplômés, même âge exactement, venant d'une certaine manière de la même famille. Vous savez, il y a plusieurs droites en France, on se déplace un peu, mais enfin, c'est plutôt la même droite, un peu différente d'ailleurs, effectivement, de celle de Christian Jacob, qui serait plutôt gaulliste, légitimiste, alors qu'eux seraient plutôt de la droite libérale sur le plan économique, mais très nationale. C'est là qu'il y a très souverainiste. C'est là qu'il y a une petite nouvelle droite par rapport à celle qu'on a apprise les 3 qu'on a apprises à l'école. Et donc, d'une certaine manière, la mise en scène est parfaite. Si j'ose parler de mise en scène, probablement tous les 3 sont sincères. Mais en tout cas, on n'imaginait pas que Christian Jacob allait être tout seul. On aurait critiqué en disant que ça a été un vote un peu joué. Les 2 autres ne vont pas faire éclater le parti parce qu'ils ne vont pas être trop sévères à l'égard de celui qui va probablement gagner les élections. Donc finalement, pour l'instant, les choses sont plutôt vont dans le bon sens pour la droite et pour son problème qui est d'abord le rassemblement, essayer de ne pas paraître trop divisé. Et là, bon, apparemment, avec la communication est parfaite, vous disiez, à ceci près. Peut-être qu'elle se passe dans une relative indifférence quand même, cette élection. Julien Arnaud le disait tout à l'heure. On a en tête encore l'élection de Laurent Wauquiez qui avait fait beaucoup parler. Avant le combat entre François Fillon et Jean-François Copé. Mais ça, vous le dites, vous le rappelez, Lucas, et c'est intéressant et c'est important, ce combat, ce psychodrame entre Jean-François Copé et François Fillon, c'est encore dans l'esprit des militants et des responsables du parti. Ça les a traumatisés. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir cet élément-là en tête pour voir et pour comprendre comment aujourd'hui ils abordent ce nouveau scrutin, cette nouvelle élection. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait grand monde devant le 238 rue de Vaugirard, qui est le siège du parti, pour filmer les cartons de parrainage qui arrivent. Je me souviens
pour avoir couvert d'autres élections, que ce soit celle de Laurent Wauquiez, où il avait face à lui Maël de Calan et Florence On précise Portelli. que ce sont des images d'archives qu'on voit, Voilà. effectivement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ou Nicolas Sarkozy qui avait face à lui Bruno Le Maire et Hervé Mariton pour prendre la présidence du parti UMP qui est devenu ensuite rebaptisé les Républicains. Là, tout le monde était là, voulait savoir qui y avait, quels étaient les députés, sénateurs qui avaient parrainé, etc. Un sonore à l'issue, etc. Là, rien du tout. Alors, on va dire qu'on est au cœur de l'été. Premièrement, ça y joue peut-être. Ouais. Deux, on peut pas dire que c'est vrai, et c'est pas faire injure aux candidats, il y a peut-être moins d'intérêt à les suivre. Et puis trois, Candidat un peu plus lisse, peut-être. et trois, ils ont déjà annoncé quelque chose. C'est ça. C'est-à-dire que eux s'occuperont du parti. 2022, c'est pas leur ça, affaire. c'est ça, l'essentiel. Donc du coup, voilà, ça attire Oui, moins. c'est Ce qui est Ça très motive moins. important, c'est Ça signe le recul c'est la qu'ont question pris les Républicains sur la scène politique. Non, mais moi, ce que j'observe et l'analyse que je porte sur les Républicains, c'est que les Républicains d'aujourd'hui sont dans la même situation que les socialistes dans les années 70. C'est-à-dire que quand on prend les socialistes des années 70, ils ont vécu mai 68, ils devaient gagner toutes les élections parce que le courant du pays était avec eux, et ils terminent les élections présidentielles de 69 avec 3 ou 4 ou 5% avec Pierre Mendès France et Gaston Defferre. Les Républicains devaient gagner avec deux mouvements qui étaient très importants, la Manif pour tous et les Gilets jaunes, ils ont fini à 8,5%. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi je pense que la mission de Christian Jacob, qui sera importante, parce que je pense qu'il va gagner, parce qu'il a toutes les qualités pour pouvoir porter le parti, c'est reconstruire un parti gaulo-bonapartiste. C'est-à-dire avec deux horizons qui sont clairs. Refaire de la France le premier pays d'Europe et proposer un nouveau pacte social. Pourquoi un nouveau pacte social? C'est parce qu'on voit qu'aujourd'hui la situation en France est bloquée. Emmanuel Macron n'a pas réussi à réconcilier les insiders et les outsiders. Quand on prend un ménage pauvre aujourd'hui, il doit mettre 180 ans, soit 6 générations, pour accéder au revenu moyen. Et c'est aux Républicains de proposer ça, parce que c'est aux Républicains d'incarner une alternative face à la défaite de la gauche et face à l'impuissance de Marine Le Pen et l'extrême droite. Alors, Christian Jacob, on ne peut pas dire que c'était le candidat qui déchaîne les foules, qui fait forcément rêver, mais c'est un candidat qui fait plutôt l'unanimité au sein de ses rangs. Juste avant de vous donner la parole, Isabelle Véran-Masson, écoutez Roger Karoutchi ce matin qui disait tout le bien qu'il pensait du président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Alors, Ça arrive dans un instant, promis. Bon, on va peut-être d'abord dire un mot de Christian Jacob. Alors, oui, Isabelle dans le Véran-Masson. prolongement, je voulais juste insister sur ce que disait Julien, c'était très important, c'est que, et c'est tout à fait particulier dans l'histoire de la Ve République, c'est qu'il est bien clair, il est donné comme une donnée importante, le fait que le président des LR ne sera pas le candidat à l'élection, alors que normalement, la tête d'un parti est destinée à ensuite, surtout à droite, mais c'est aussi inscrit d'une certaine manière dans notre histoire politique et internationale, parce que ça marche comme ça dans tous les pays, même si la Ve République est un peu différente. Il n'empêche que les partis sont quand même d'abord destinés à choisir des candidats pour les élections, et particulièrement pour les élections présidentielles. Oui. Donc là, cette étrange situation dans laquelle le responsable du parti dit non, moi je ne serai pas candidat présidentiel, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas changer d'avis. Bien sûr. C'est pas Édouard Balladur, oui. l'ami de 30 ans qui avait quand même apparemment changé un peu d'avis. Mais donc, évidemment, mais ça, c'est que ça, d'une certaine manière, le candidat qui va se présenter, celui qui va gagner, quelque part, ne doit pas être un personnage charismatique ou César ou Bonaparte. Il doit être un gestionnaire de la politique. Sinon, on ne comprendrait pas à la fois qu'il se présente comme quelqu'un qui ne se présentera pas en 2022, et aussi, on voit bien qu'il aura plus de mal à être élu. Donc c'est une configuration, il faut bien le noter, très particulière, qui rend cette élection assez amusante, et en même temps qui lui retire quand même beaucoup d'enjeux. Le principal enjeu. Voilà. Et quand vous disiez, en communication, c'est pas très bon parce qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est peut-être ça qu'il voulait, en fait. Hein. C'est peut-être ce qu'il voulait, en tout cas, c'est logique. Et puis la communication, c'est pas toujours bon pour celui qui communique. Hein. Effectivement, on a beaucoup parlé de la guerre des droites, ça a quand même été une catastrophe. Donc, pas faire parler de soi en mal. Christian Jacob, donc l'homme qui fait l'unanimité presque de ses troupes, c'est ce que nous disait Roger Karoutchi, on va peut-être pouvoir l'entendre cette fois. Je vous laissais. Moi, j'ai décidé de soutenir Christian Jacob parce que je considère que c'est à la fois par la compétence, par le sens du rassemblement, par l'envie de sérénité dont on a absolument besoin, celui qui correspond aux besoins aujourd'hui des Républicains. Vous verrez, je pense que Christian Jacob, il peut redonner de l'espoir dans une France complètement différente et dans une France qui, au lieu de se diviser, d'être dans l'aigreur, dans les aspérités en tout genre, qui soit une France qui y croit. William T, c'est l'homme qui peut relever la droite, Christian Jacob, vraiment? Moi, je pense qu'en fait, il a un avantage. En fait, c'est comme il n'est pas connu et qu'il n'a pas d'ambition présidentielle, il peut faire ce qu'il veut dans le cadre de sa refondation de la droite. C'est-à-dire qu'il peut à la fois... En fait, il est à mi-chemin. C'est-à-dire qu'il doit
tourner la page du trio Fillon, Juppé, Sarkozy, faire monter la nouvelle génération et faire cohabiter les quadras ensemble. Et c'est le seul capable de le faire, parce qu'en fait, on ne voit pas les quadras à l'élection présidentielle, mais soutenir Guillaume Larrivé ou Julien Aubert, et c'est le seul capable de faire rassembler la famille, donc les trois droites de René Raymond, les orléanistes, les bonapartistes et les légitimistes. Et ensuite, il a une autre mission qui est très importante, c'est remettre les choses à plat sur la question du projet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Républicains, ils sont divisés entre ceux qui veulent soutenir Emmanuel Macron et ceux qui sont plus tentés par Marine Le Pen. On l'a vu aux dernières élections européennes, il n'y a pas que des électeurs qui sont partis chez Emmanuel Macron. Il y a 30% de notre électorat qui est parti chez Emmanuel Macron, 20% de notre électorat qui est parti chez Marine Le Pen. Et quand on prend la globalité, moi je pense que Christian Jacob est un bon profil aussi pour un autre point, c'est qu'il est capable de s'adresser à deux catégories de population qui ont manqué cruellement aux Républicains à l'élection présidentielle de 2017. Les catégories intermédiaires et les classes populaires. Et quand on reprend la grande histoire de la droite de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac ou de Général de Gaulle, les ouvriers ont toujours soutenu la droite quelque part. Alors vous disiez effectivement Christian Jacob, pas connu, alors peut-être du grand public, mais l'avantage, et il ne faut pas l'oublier et le rappeler, on est dans une élection interne, c'est-à-dire que ce sont des militants qui doivent choisir le président d'un parti, et là il est connu à l'intérieur de son parti, et c'est aussi le gros avantage, c'est-à-dire connu et apprécié des parlementaires, des militants. Il a un côté chiracien proche de Chirac, il a un côté sarkozyste proche de Sarko, il avait un côté proche de Wauquiez, donc il peut séduire, on va dire, tous ceux... Il a toujours été dans le camp majoritaire. Il a toujours été dans le camp. Christian Jacob, c'est pas celui qui a fait des vagues. Alors après, quand on le connaît, quand Christian Jacob tape du poing sur la table et pique une colère, voilà, elle existe et ça peut être là. C'est lui qu'on avait retrouvé, Christian Jacob, quand il avait essayé de réunir les fameux mousquetaires à l'époque. Alors ça remonte à des années, pourtant c'est pas si loin, mais quand c'était Valérie Pécresse, Bruno Le Maire, Luc Châtel, qui étaient tous là, Jean-François Copé, qui était là, autour de Christian Jacob, c'est lui aussi qui a essayé de rabibocher. Parfois, il avait aussi ce rôle d'entremetteur. Donc je pense que ça peut être véritablement un atout. Puis son objectif, vraiment encore une fois premier, je pense, au-delà et avant même le projet ou de faire la lumière ou d'éclaircir ce qui peut représenter aujourd'hui les Républicains, c'est s'adresser aux militants et faire que les militants reviennent. Quand vous les écoutez, ils vous disent aujourd'hui, on a l'impression d'avoir été un peu abandonnés, qu'on ne s'occupe pas de nous, que c'est chacun avec ses guerres des égaux, regardant vers la présidentielle ou vers tel autre scrutin. Et les militants, ça peut paraître tout bête, mais ils ont envie d'être aussi aimés par celui qui dirige le parti. Donc il va falloir aussi que Christian Jacob, en quelque sorte, mette de l'amour dans la présidence qu'il va incarner, et ça c'est un gros boulot aussi. Est-ce que élire Christian Jacob, ce n'est pas aussi encore pour les Républicains toujours ne pas trancher dans ce débat de la ligne entre la ligne Wauquiez, la ligne un peu droite dure qui cherche à reconquérir les voix du Front National, et la ligne plutôt gaulliste centriste qui là plutôt marche dans les traces de la République en marche? Oui, tout à fait, parce que moi je ne crois pas que Christian Jacob suffira à faire restaurer ou redresser la droite, ne serait-ce que, et je vais dans votre sens, ce n'est pas lui qui va régler le problème essentiel de la droite, qui est la ligne, qui a l'air quels seront les mots d'ordre, quel sera le type de vote ou de citoyen ou de ligne que l'on va présenter. Ce n'est pas lui qui va le présenter. Lui, ce qu'il pourra faire, c'est le moins de mal possible. Vous savez, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui peuvent faire... il y a trois types d'attitudes. Il peut être celui qui va sauver ou qui va faire développer, qui va faire que les gens vont vous suivre. Il y a ceux qui ne font rien, et ceux qui feront le moins... et ceux qui font et qui ne feront le moins de mal possible, ou ceux qui font du tort en partie. Donc il y a trois types... Lui, il sera plutôt au milieu, celui qui fera probablement aucun tort à la droite. Maintenant, est-ce que ça suffira? Il lui faudra, me semble-t-il, effectivement... pas simplement ne pas se faire d'ennemis, mais ni se faire des amis d'ailleurs, mais plutôt trouver, et c'est le rôle d'un leader. Et est-ce qu'il doit être un leader puisqu'il ne doit pas se présenter en 2022? Pas forcément. Il peut être comme Cueil, vous savez, le Premier ministre de la IV République qui ne faisait rien et qui espérait en cela être réélu. C'est, à mon avis, plutôt ce risque-là, parce que c'est sûrement en dehors de cette direction-là que va se faire la ligne. Et c'est vrai que les deux autres candidats, Guillaume Larrivé et Julien Aubert, parce qu'ils sont plus jeunes, parce qu'ils sont plus intellos, je vous disais, ils sont couverts de diplômes, donc plus liés à des secteurs qui agitent des idées, qui proposent des programmes. Peut-être aurait-il été
plus à même de présenter une ligne plus originale. Mais maintenant, on peut espérer qu'une fois Christian Jacob sera élu, et il sera probablement élu, il travaille avec ces deux quadras qui leur proposeront à 3 décisions. Parce qu'on a un peu l'impression que Christian Jacob, il a comme mission finalement, enfin il va avoir comme mission, ne préjugeons pas de son élection, il y a quand même une élection, une élection à venir. Il a comme mission essentiellement de sauver les meubles à l'approche des municipales. Parce qu'un chiffre pour résumer tout ce que les Républicains ont à perdre lors de ces élections municipales, regardez, ils ont actuellement 50% des communes de plus de 70 000 habitants. Donc les Républicains, ça peut être un désastre ces prochaines élections municipales. Et est-ce que Christian Jacob a l'envergure pour sauver ce trésor ? C'est toute la situation, on va dire, presque paradoxale dans laquelle se trouve aujourd'hui le parti Les Républicains. C'est-à-dire si on regarde le score des européennes, qui est un bide. Oui, ça aussi, on va pouvoir voir l'évolution des scores. Pour le parti. Et aujourd'hui, c'est un parti qui a, dans les partis historiques, qui a le plus de militants, quand même. C'est un parti qui détient des élus locaux, qui a un maillage territorial qui est particulièrement important. Et en même temps, vous trouvez un certain nombre d'élus aujourd'hui qui avaient l'étiquette LR aux précédentes élections municipales qui l'ont abandonné, qui ont quitté cette étiquette. Certains qui ne veulent pas du tout se présenter avec l'étiquette LR, disant oh là là, ça va fuir les électeurs, et qui veulent eux quand même être réélus. C'est le cas aussi dans la majorité des listes qu'on retrouve dans des communes et petites communes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'étiquette, c'est un rassemblement, il y a un petit peu de tout le monde. Donc c'est cette situation-là dans laquelle va être confronté en 2020 les LR. LR qui a aussi une situation encore plus compliquée, c'est-à-dire voire au-delà des municipales, c'est les sénatoriales, car découlera aussi des municipales ce qui pourra advenir des sénatoriales. Ce sont notamment les conseillers municipaux qui les grands élus qui vont choisir pour les sénatoriales. Ce n'est pas pour rien que Gérard Larcher s'est engagé dans son tour de France et dans sa grande reconstruction au sein du parti aussi, les Républicains. Et on le voit, c'est pas si mal joué finalement. Si on a un Christian Jacob qui est président du parti, qui est du côté des députés, et un Gérard Larcher du côté des sénateurs qui travaille aussi à la reconstruction, ça permet aussi aux deux chambres de travailler en quelque sorte en commun et de mettre leur force en commun. Mais le travail, effectivement, n'est pas évident, surtout qu'il ne faut pas l'oublier non plus, quand le président du parti entrera en fonction, il aura toujours un œil observateur extérieur, qui sera bien présent, et qui regardera ce qui se passe, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, et qui est toujours aussi présent, même s'il n'a pas forcément les mains dans le cambouis, il jettera un œil sur ce qui se passe. Ça tombe bien que Christian Jacob et Nicolas Sarkozy n'a plus d'ambition personnelle, a priori. A priori. Mais il faudra compter aussi quand même avec Nicolas Sarkozy, et ça c'est pas non plus anecdotique, car les relations Christian Jacob Nicolas Sarkozy ne sont pas les mêmes. Christian Jacob, si c'était Nicolas Sarkozy Guillaume Larrivé, ou Nicolas Sarkozy Julien Aubert, ça joue aussi dans la gestion, on va dire, globale de la droite. La question qu'on se pose, c'est est-ce que les Républicains ont touché le fond ? Est-ce que c'est le début d'une remontée pour les Républicains, ou est-ce qu'au contraire l'éclatement de la droite ne fait que commencer ? Est-ce que ça peut encore durer ? Regardez ce que disait ce député Les Républicains des Bouches-du-Rhône. En politique, les choses viennent. On a eu un véritable accident en 2017, le temps de la reconstruction va se compter en années. Est-ce qu'on en est encore au temps zéro de la reconstruction, ou est-ce qu'on est déjà bien avancé ? Non, moi je pense qu'on est au temps zéro. En fait, ce qu'on a vu depuis 2017, en fait, moi je pense que 2009, c'est le début d'une décomposition qui commence à peu près à 2007. Quand Nicolas Sarkozy se fait élire, il est porteur d'un espoir. On l'a vu le taux de participation en 2007. Et puis en fait, depuis 2007, petit à petit, on dégringole. En 2007, il y avait à peu près 30% ou 35% des Français qui étaient sympathisants de droite. Et ça a baissé petit à petit pour tomber à 15% aujourd'hui. Le but de Christian Jacob, moi je pense qu'au-delà de gérer la boutique et de gagner les élections municipales, les élections intermédiaires, c'est de recréer un parti de gouvernement. Aujourd'hui, si on demande aux Français est-ce que les Républicains peuvent porter une alternance à Emmanuel Macron, je pense qu'ils répondent non. Aujourd'hui, le second tour se joue uniquement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc il y a la question du reconstruire un parti de gouvernement, faire émerger des nouveaux talents. Aujourd'hui, on se dit si on doit composer un gouvernement, qui on met comme ministre. Donc il y a toutes ces questions-là, faire émerger de nouvelles compétences. Et Laurent Wauquiez avait soumis une bonne idée, mais malheureusement qui ne s'est pas matérialisée. C'était la question du chef de cabinet, faire émerger des contre-projets, montrer qu'on est capable de proposer des idées. Et ça a existé de tout temps. Le shadow cabinet, je l'ai connu avec Jean-François Copé. Et à l'époque, on parlait de l'armée mexicaine où il nommait tout le monde à des postes et où il y avait des gens précis pour riposter à l'action du gouvernement. Le problème de la direction entre Copé et François Fillon, c'est qu'elle était bicéphale. C'est-à-dire que Non, mais après, une fois que Jean-François Copé a pu gérer la boutique et a pu il a mis en place ce qu'il fallait. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'aujourd'hui, s'il faut regarder la situation de la droite et comment la droite peut s'en sortir, il ne faut pas oublier un autre élément, c'est-à-dire pas regarder la droite brute comme ça, et c'est regarder avec Emmanuel Macron, ne pas oublier. Car l'élément Macron vient piquer
à la droite des idées, des électeurs et des militants. Donc la question, c'est comment la droite peut-elle exister et se régénérer en quelque sorte avec un espace qui est très ténu. Exactement, avec l'élément Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous nous posez la question, est-ce que est l'avenir de la droite, j'ai envie de vous dire, mais apparemment on est sur la même ligne, il faut plutôt poser quel est l'avenir d'Emmanuel Macron. Parce que la droite, il y a toujours une droite, il y aura toujours une droite, il y aura toujours une gauche. Le problème, c'est comment va évoluer le parti d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va aller suffisamment à droite pour, d'une certaine manière, enrober la droite, ou est-ce qu'il va aller à gauche et à ce moment-là, la droite retrouvera un espace, ou bien est-ce qu'il va disparaître? C'est-à-dire que la REM aura été un phénomène Emmanuel Macron qui, disons, dans 6 ans, enfin, dans prochaines élections, disons que Emmanuel Macron serait élu et qu'après, il n'y aurait plus Emmanuel Macron et donc on se retrouverait. Donc, vous voyez, quand on dit ça se passe dérouler sur des années, je crois effectivement que la question de la droite, est-ce que la droite va se maintenir est très liée à Emmanuel Macron et à sa durée presque personnelle. Alors peut-être que la personnalité, comme le parti gaulliste, le parti va se confondre avec un parti. Le général de Gaulle a créé un parti qui était un parti gaulliste et puis qui est là, qui est encore là, puisque chacun se considère comme un héritier. Mais en tous les cas, voilà, je pense qu'il faut se poser la question. Alors d'un mot, en 2017. On s'est positionné par rapport à François Hollande. Les Républicains ont attendu l'échec de François Hollande. Les résultats, ils ont perdu. Moi, je pense qu'on ne doit pas se positionner par rapport à Emmanuel Macron. Ils doivent créer leur propre projet. C'est autre chose. Oui, parce que sinon, si on attend uniquement l'échec d'Emmanuel Macron, et moi, je pense qu'Emmanuel Macron sera qualifié au second tour et que le but des Républicains, c'est d'éliminer Marine Le Pen pour affronter Emmanuel Macron au second tour. Là, vous parlez pardon, je ne vous connais pas, mais vous parlez avec un langage politique. C'est-à-dire ce qu'il faudrait faire pour gagner ou pour perdre. Moi, je parle, si je me permettez, plutôt en analyse, c'est-à-dire que, mais c'est pas très éloigné ce que vous dites, parce que étant donné ce que je pense, vous avez raison d'agir en politique dans ce sens-là. Mais on est d'accord que la question, c'est face à Emmanuel Macron, la droite ne peut s'exprimer, avancer, intimement se lié en tout développer cas à Emmanuel Macron, qui de toute façon fait la pluie et le beau temps sur le paysage politique français actuellement. Emmanuel Macron qui en tout cas tenait vraiment très près sa majorité et qui la tient toujours d'après l'opposition. Mais on a constaté quelques petites fissures ici et là ces derniers temps. Il y a eu sur le vote du CETA. Et puis, là, ces derniers jours, la semaine dernière, il y a une vingtaine de députés de La République En Marche qui ont envoyé un message aux autorités à Hong Kong pour demander aux autorités chinoises de plus respecter les manifestants. Et surtout, à travers ce message envoyé aux autorités hongkongaises, les députés de La République En Marche ont envoyé une petite pique au gouvernement, et alors à toute la classe politique, mais ont également ont déploré le silence assourdissant de la classe politique française et donc du gouvernement. Également, écoutez l'un des signataires de cet appel publié la semaine dernière. En tout cas, moi je n'ai pas vu de déclaration officielle. Le gouvernement français a pu faire des déclarations il y a quelque temps, notamment sur la Russie et sur des arrestations. Mais là, sur les événements de Hong Kong, on n'avait rien entendu et j'ai pas vu de communiqué partir du tout. Mais pas simplement le gouvernement français. L'idée, c'est pas de stigmatiser quoi que ce soit. J'ai pas vu non plus la classe politique française, que ce soit nos oppositions, les LR, le PS, le Rassemblement national. Personne ne parle de ces événements-là. Je pense que si on détourne les yeux, peut-être qu'il va se passer des choses plus graves dans quelques jours, parce qu'on voit que la tension monte. Bon, alors on a bien compris, le reproche n'est pas adressé exclusivement au gouvernement, mais c'est quand même la partie qui nous intéresse. Julien Arnaud, est-ce qu'il y a un vent d'émancipation qui souffle sur la majorité cet été ? Alors, on a vu à plusieurs reprises, vous rappeliez par exemple le CETA, mais à l'occasion d'autres textes qui ont été votés ou discutés, en tout cas dans l'enceinte du Parlement, qui avaient pas de frondeur, on n'était pas au même temps que François Hollande, pas utiliser le mot mais en même temps, voilà, mais des divergences ou certains qui faisaient vraiment connaître leur positionnement. Ce qui est intéressant dans les signataires de cette tribune, c'est Jean-François Césarini qu'on vient d'entendre, qui est issu des rangs du Parti socialiste, mais vous avez aussi comme signataire Sonia Crimi, qu'on avait vu aussi monter au créneau, qui avait agacé l'immigration, qui avait agacé à l'époque Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, et on voit que souvent on reprend un peu les mêmes, ceux qui ont envie qui servent un peu d'aiguillon en quelque sorte, qui ont envie de titiller entre guillemets l'exécutif, le gouvernement. Est-ce que c'est un vent de dissension ou pas? Là, ils sont une vingtaine, ils prennent la parole sur un sujet. Une cinquantaine à s'être abstenus ou voter contre le CETA. Contre le CETA, ils sont une vingtaine là sur cette lettre. Voilà, ils disent l'Europe, c'est vrai, n'a pas forcément parlé,
prononcé, mais tous les autres partis politiques. C'est un sujet important. Effectivement, ils s'en saisissent. Pourquoi pas? Il faudra vraiment regarder. À chaque fois, on dit la même chose, mais quand il y a s'il y a vraiment un vent de révolte en quelque sorte à l'intérieur de la majorité, ça se passera à la rentrée sur des sujets comme surtout le budget par exemple, ou encore on verra lorsque la réforme des retraites ou encore la loi bioéthique, avec la PMA. La PMA, exactement. C'est là où on verra véritablement s'il y a des tensions. Là, sur cette lettre, je ne sais pas si on peut vraiment parler de vraie offensive, d'anti... Non, mais ça... Une offensive, ils avaient le verre Non, en mais parce que c'est quand même le domaine réservé de l'exécutif, ça. Non, mais ça révèle, justement, on en parlait d'une certaine manière, ça révèle le caractère multiple de la nature du groupe. Et cette querelle-là, on la connaît très bien à gauche. Que lorsque Bernard Kouchner demande la possibilité, le droit d'intervention, c'est-à-dire c'est presque une exigence morale que face à ce qui peut devenir un Tiananmen, c'est-à-dire un massacre, il y a un droit à intervenir, même de l'extérieur du pays. Alors qu'on le sait bien, et il y avait eu la même chose à la gauche à l'époque, lorsqu'on est au gouvernement, qu'on dirige, qu'on fait des affaires avec un pays, surtout un pays de la taille de la Chine, c'est pas facile de donner son grain de sel, surtout que probablement il ne servira à rien quand même. Donc c'est intéressant de revoir, et on revient avec la conversation qu'on avait jusqu'avant. On voit bien que si j'allais dire le PS, l'AREM prenait position vis-à-vis de Hong Kong, vis-à-vis de la Chine, elle irait plutôt du côté de la gauche, de son aile gauche, et là, ça donnerait un peu d'espace à la droite qui pourrait dire, mais attendez, souveraineté, ingérence, etc. Donc, droit d'ingérence, c'était ça le mot, c'est pas le droit d'intervention. Donc, on voit bien qu'on retrouve les ruptures droite-gauche. À l'intérieur de la gauche, on retrouve aussi des positions entre l'éthique, le droit de l'éthique et puis le réalisme, qui sont intéressantes, même si, hélas, elles vont probablement ne servir à rien. Mais je suis d'accord avec Julien Arnaud que ça va pas diviser la majorité. Oui, William T, vous avez entendu ces reproches qui s'adressent aussi à la droite. Est-ce qu'il faut plus s'exprimer? Est-ce qu'il faut plus soutenir les manifestations à Hong Kong? Non, je pense qu'Emmanuel Macron, étonnamment, il s'en sort plutôt bien sur ce sujet. Sur la question de la Chine, globalement, on a vu qu'il y avait deux politiques en France, de longue tradition. Il y avait la politique qui était plutôt gaullienne, donc de reconnaissance de la Chine, et on était plutôt bien apprécié de la Chine. Quand le général de Gaulle est décédé, ils ont mis les drapeaux en berne. Et puis il y a la rupture avec le Dalai Lama sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et c'est à ce moment-là qu'on marque la rupture des relations franco-chinoises. Et on n'est plus devenu le partenaire privilégié de la Chine. Donc moi je pense qu'Emmanuel Macron a raison, qu'il ne doit pas tourner sur la question des droits de l'homme. Parce que comme le soulignait Marcel Gauchet dans les années 80, les droits de l'homme ne sont pas une politique. Il doit plutôt tourner la question sur la question économique et rappeler les contradictions à la fois d'une part entre la volonté de Xi Jinping au forum de Davos en 2017 que la Chine soit un leader sur la question de l'économie mondiale face à Donald Trump notamment, et sur le deuxième point, c'est qu'il peut rappeler par contre une position internationale qui est le respect des accords de 84 et de la rétrocession britannique de Hong Kong à 97 qui prévoyait l'élection du dirigeant de Hong Kong au suffrage universel. Et là, c'est une posture pas sur les droits de l'homme, mais sur la question du respect des accords internationaux et du droit international. Isabelle Vermont, c'est la victoire du réalisme et du pragmatisme. Cette parole-là, et c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté une position éthique qui postule, qui rêve que le fait de signaler à ceux qui sont prêts à tuer, qu'ils le feront sous le regard critique et exaspéré du monde entier. Donc on prévoit cela, on espère l'empêcher au nom, effectivement, vous le disiez, au nom des droits de l'homme, au nom d'une éthique qui serait supérieure aux intérêts économiques. Et de l'autre côté, il y a la réalité qui est... Moi, je mettrais juste un point. Dans la situation avec laquelle Xi Jinping, et depuis son élection au Congrès, moi, je pense que prendre une position ne le mettrait que sous pression et devrait agir pour tenir sa popularité au défi de la Chine continentale. Merci, on va faire une très courte pause. On se retrouve dans un instant et on va notamment parler des vacances très studieuses des ministres. À tout de suite. Bonne partie des militants, les républicains. On va passer à notre dernier thème et justement, on va revenir sur
cet accrochage, ce recadrage. Alors non, justement, ne surtout pas dire recadrage. Regardez ce tweet de Marlène Schiappa ce matin. Ah non, alors ça c'est le communiqué. Alors on va refaire dans l'autre sens. On va redérouler les événements dans l'autre sens. Oui. Marlène Schiappa qui avait publié ce communiqué pour demander que la justice, communiqué rédigé avec Adrien Taquet, demandait à ce que la justice ouvre une enquête concernant de possibles liens de l'affaire Epstein, et Marlène Schiappa qui s'est fait recadrer, en tout cas qui s'est fait rappeler l'indépendance de la justice par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Les poursuites ne sont pas des décisions du gouvernement, les instructions individuelles sont prohibées conformément au principe d'indépendance de l'autorité judiciaire. Bonne ambiance entre les membres du gouvernement, sauf que Marlène Schiappa ce matin essaye un petit peu de désamorcer tout ça avec ce tweet. Ni désaccord, ni recadrage. Nicole Belloubet a raison de rappeler l'indépendance de la justice. Alors, est-ce que c'est vraiment un couac, cette affaire, ou est-ce qu'au contraire, elle a raison de dire que c'est 3 fois rien, Marlène Schiappa? Alors, oui, je crois que c'est un mini-couac quand même, ne serait-ce qu'à cause des mots employés. C'est-à-dire que le fait que Marlène Schiappa, je ne sais pas si on dit Schiappa ou Schiappa. Il y a 2 écoles, je crois, avec mais le problème Marlène de... Schiappa, parce qu'avec Epstein ou Epstein. Et donc, effectivement, elle a eu un vocabulaire qui n'était pas approprié, me semble-t-il, en disant il faut lancer, je crois, ou je ne sais plus le mot qu'elle emploie, en tout cas, une enquête. Oui. Comme si le gouvernement décidait... Oui, le mot enquête n'est pas un bon mot, même si je le trouve assez légitime, mais même assez efficace, assez bienvenu, disons. Le fait qu'un membre du gouvernement ne tarde pas sur une affaire aussi importante, me semble-t-il, à signaler que s'il y a une affaire française, un prolongement français de l'affaire Epstein, eh bien, le gouvernement va s'en occuper tout de suite, très vite. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, mais plutôt comme un lanceur d'alerte. Enfin, un lanceur d'alerte qui viendrait de l'exécutif et qui n'attendrait pas je ne sais quoi, ça m'a paru de bonne loi. En revanche, effectivement, le choix des mots n'est pas approprié et le ministre de la Justice a en profité pour rappeler que la justice était indépendante. Ce qui n'est pas tout à fait exact par plein de... On connaît les liens du parquet avec... D'abord, on connaît les liens du parquet et même il est possible de la part du parquet, sur suggestion éventuellement, je ne sais pas, là aussi tous les mots sont dangereux, de lancer une enquête dans le sens que voulait dire Marlène Schiappa. Donc les choses sont ambiguës, chacune est dans son rôle, mais je n'exclus pas les faits qu'il y ait eu un peu de recadrage quand même. Pour vous, Julien Arnaud, de Matignon, effectivement, aujourd'hui, on explique que chaque ministre était dans son rôle, que Marlène Schiappa a effectivement eu un rôle de lanceuse d'alerte, en quelque sorte, lié au périmètre de son portefeuille, ainsi qu'avec Adrien Taquet, puisqu'il est auprès de Agnès Buzyn, chargé de la protection de l'enfance, auprès de la ministre de la Santé, puis que Nicole Belloubet a eu raison de rappeler ce côté... Est-ce qu'elle n'aurait pas pu lui passer un coup de fil plutôt, Nicole Belloubet? C'est ça la question, plutôt que... Peut-être elle a peut-être fait, peut-être lui passer un coup de fil, peut-être Marlène Schiappa aurait pas dû faire ce communiqué de cette manière-là aussi, dès le début. Et à Matignon, on rappelle surtout que, en gros, circuler maintenant, il n'y a plus rien à voir. L'important, c'est le fond et c'est le parquet aujourd'hui qui en est chargé. Ce qui est intéressant de regarder, c'est sur on va dire la forme. Alors on va dire que c'est un petit peu le petit bout de la lorgnette et que c'est pas le plus intéressant, mais c'est intéressant politiquement en gros. On connaît Marlène Schiappa et elle a raison. Ça marche parfois de se saisir d'un certain nombre de dossiers, de se faire entendre. Ça porte souvent caisse de résonance. Il y a souvent un écho à ce qu'elle dit. Et effectivement, on avait l'impression d'avoir plus Marlène Schiappa, non pas forcément comme ministre, mais comme refaisant vivre son passé de militantisme en quelque sorte. Et puis une garde des Sceaux, Nicole Belloubet, beaucoup plus peut-être dans sa fonction de ministre technicienne en quelque sorte et sur cette indépendance des pouvoirs, ce qui crée forcément des lignes de fracture et d'appréhension et de telle ou telle situation. Et surtout que ce n'est pas la première fois que Marlène Schiappa se saisit ou intervient dans un dossier judiciaire. C'est pas la première fois qu'elle est recadrée. Et dans un dossier judiciaire, on se rappelle de l'affaire Daval, où elle avait exprimé un avis, et c'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur France Inter, qui avait aussi rappelé à l'ordre Marlène Schiappa. Donc ce n'est pas nouveau, on la connaît. Voilà, est-ce que peut-être mini-quoi, je ne sais rien. En tout cas, le gouvernement dit que ce n'est pas un sujet intra-gouvernemental, il faut s'intéresser plus sur le fond, on essaye de dégager, de passer sur un autre angle. Et effectivement, il y a le fond du sujet qui est extrêmement important à traiter et voir ce qu'il advient de cette affaire Epstein. Après, on verra l'ambiance au premier conseil des ministres. William T, est-ce qu'on en fait trop ou est-ce qu'il y avait quand même matière à... Je pense que, comme vous l'avez souligné, en fait, elle avait raison sur le fond, mais qu'elle s'est mal exprimée. Parce qu'en tant que...
Je pense qu'il faut distinguer la personne privée de la fonction de ministre. Elle reste ministre du gouvernement. L'emploi de mots est très important et comme tout Français, nul n'est censé ignorer la loi, même la ministre. Donc elle doit connaître la séparation des pouvoirs. Après, moi, je pense qu'elle a raison d'alerter s'il y a des victimes françaises, de montrer que la France agit pour défendre les droits des Français, que ce soit un acteur étranger ou pas, et qu'ensuite, après, c'est qu'une affaire de forme et que Nicole Belloubet est dans son rôle et que Marlène Schiappi a un peu outrepassé son rôle, mais qu'elle avait raison sur le fond. Et si on revient rapidement sur le fond de cette affaire, elle est révélatrice de quoi, Isabelle Vera-Masson, de l'injustice incroyable du système judiciaire américain, du silence qu'il peut y avoir parfois dans la classe politique, dans certains médias, de plein de mots différents. Oui, alors sur le fond, encore une fois, pour nous, elle n'est pas très, enfin, elle n'est pas tout à fait étonnante, puisque nous, on a eu pratiquement la même histoire en 1959 avec le gouvernement, avec l'affaire des balais roses, hein, et un ministre et président de l'Assemblée nationale qui, lui, également recevait des petites filles. Donc c'était vraiment là aussi de la pédophilie avec des hommes politiques, avec des gens riches, etc. Donc cette histoire-là, ça fait un scandale dans fin des années 50, début des années 60. Mais la grande différence, c'est que Trocker n'a à peine eu 1 an de prison. Je crois qu'il les a d'ailleurs même pas, alors que là, on est dans une affaire. Mais finalement, on n'est pas si loin. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que, donc, apparemment, les hommes sont toujours aussi, pardon de le dire, messieurs, aussi atroces. On a l'impression que les choses n'évoluent pas tant que ça. Mais on croyait qu'ils seraient punis quand ils étaient pris. Or, l'affaire, elle date de 2009. Elle date de 2009 et il n'a eu qu'un an de prison qu'il n'a pas fait, le fameux monsieur Epstein. Donc ça m'a laissé absolument sidérée. J'ai demandé d'ailleurs hier à des spécialistes des États-Unis, mais vous, est-ce que vous étiez au courant? Peut-être que moi, ça a pu m'échapper. Et les spécialistes des États-Unis ont dit non, on n'en a pas parlé. Donc ni les Américains ni les Français, qui auraient pu être pour une fois plus au courant que les autres, n'en ont parlé. Donc ce trafic de jeunes filles massif, les conditions atroces, maintenant qu'on a des détails, c'est absolument insensé, eh bien, peut être, en 2009, passé totalement... dans l'impunité la plus totale. Dans l'impunité totale, secrète, ça repart, et maintenant, apparemment, un type aussi abominable peut être décidé de se suicider, ou peut-être, alors là, c'est comme dans les pires, les grandes séries américaines, être assassiné. En tout cas, moi, ce qui m'a sidéré, c'est que cette idée que tout est transparent, que l'on sait tout et que les méchants sont punis, eh bien, on ne peut plus le dire encore aujourd'hui. Oui, effectivement, sur le fond de l'affaire, donc, ça donne raison à Marlène Schiappa, qui avait bien raison d'intervenir, peut-être pas de la meilleure des façons, mais en tout cas sur le fond, l'affaire mérite largement le commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi ce grand décryptage avec nous. Restez avec nous sur LCI, on se retrouve dans un instant pour votre journal.